La Chine est le monde et est le monde, donc un jeu de mots que je vais essayer d'expliciter. Quel est le sens de ce titre peut-être un peu mystérieux, presque illisible? En travaillant sur la place de la Chine dans le monde, on a bien été obligé de se rendre compte que cette place était d'une certaine façon contrainte. Quand la Chine, au XIXe siècle, qui d'une certaine façon n'avait pas de nom en fait, c'était un principe d'organisation politico-religieux mais qui n'avait pas de nom, rencontre les États-nations occidentaux, ça provoque un choc dont la Chine, d'une certaine façon, ne s'est toujours pas remise aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe au début du XIXe siècle quand la Chine rencontre les Occidentaux? La Chine ne se conçoit pas comme une partie du monde, elle se conçoit comme le principe civilisationnel qui organise le monde. L'empereur, évidemment, on est tributaire, on dépend de nos propres schémas, donc on voit l'empereur comme un souverain politique qui mène une action dans le monde. Mais l'empereur chinois, Qianlong par exemple, Kangxi, donc son grand-père, c'est la même chose. Enfin, les grands empereurs Qing au XVIIIe siècle sont avant tout des souverains pontifes, au fond. C'est avant tout des acteurs religieux, des prêtres qui, par leur activité rituelle, créent le monde d'une certaine façon. On est dans un système qui est indistinctement politique et religieux, c'est-à-dire que l'action rituelle de l'empereur vise non pas à une action politique, mais à créer le monde par sa parole même. Donc on est dans une forme d'indistinction complète entre le politique et le religieux. Donc le monde, c'était Tian Xia, tout ce qui était sous le ciel, donc Tian le ciel, Xia sous, et l'empereur, c'était le fils du ciel, donc Tianze, le fils du ciel, et c'était lui qui organisait tout ce qu'il y avait sous le ciel. Nous-mêmes, en tant qu'occidentaux barbares venus de l'Ouest, on était d'une certaine façon pris dans ce système-là. La seule chose, c'est que on n'était pas civilisé par l'action de l'empereur et de sa bureaucratie céleste, comme l'appelait un autre chercheur. Et donc on était en dehors de ce système-là, mais on avait la chance, en entrant en contact avec la Chine, de pouvoir se civiliser progressivement, d'entrer en contact avec elle, d'échanger et de profiter des bienfaits du système chinois. Et on dit d'accord, je veux bien m'agenouiller devant votre prince, devant votre empereur, mais je ne vais pas le faire plus que devant mon propre roi. Je vais pas m'aplatir en reconnaissant qu'il est le principe organisationnel du monde. Et donc là, on rentre dans un conflit très fort qui se traduira, et qui, bien sûr, met en jeu aussi des intérêts économiques et autres, mais qui se traduira par les deux guerres de l'opium, qui se traduira par, au fond, la fin de l'Empire. Alors j'insiste sur le fait que la Chine dit qu'elle doit reprendre sa place naturelle au centre de la scène mondiale. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas la première place. La Chine, en disant la Chine ne peut pas dire qu'elle serait première, ou alors elle serait première dans un sens différent, c'est-à-dire première dans une forme d'antériorité historique, puisque la Chine est à l'origine civilisationnelle du monde. Donc elle est première dans un sens historique, mais pas première dans un sens de rivalité avec les autres, puisque par définition, la Chine n'est pas en rivalité avec les autres, puisque la rivalité implique d'une certaine façon une égalité ontologique entre les nations, une égalité structurelle entre les nations, alors qu'elle, elle se situe sur un autre plan, qui est ce plan civilisationnel. Et c'est pour ça, quand vous lisez les textes aujourd'hui de Xi Jinping, enfin ses discours, il insiste sur le fait que la Chine doit se situer au centre et non pas au-dessus des autres. La première des conséquences, et qui est peut-être la plus importante, c'est le rapport de la Chine à la chose militaire. C'est-à-dire que nous, on a dans l'idée qu'il y a un domaine d'une certaine façon séparé qui est le militaire, et à un moment donné, si on se retrouve dans une situation où nos intérêts vitaux sont engagés, on doit utiliser la force pour persister dans notre être. C'est une chose qui est admise. En Chine, les choses se présentent de façon très différente. La Chine est indistinctement civile et militaire d'une certaine façon. L'empereur, l'idée que l'empereur pourrait se trouver en rivalité avec quelqu'un qui contesterait son pouvoir, c'est une idée qui est hérétique, au fond. Et donc, l'idée de l'Empire, c'est toujours de transformer la chose militaire, disons, en acte de justice. D'une certaine façon, la chose civile et la chose militaire en Chine sont complètement intriquées. Alors, ça se traduit très concrètement aujourd'hui. Vous voyez, il y a une réforme de l'armée populaire chinoise qui reprend des vieux mots d'ordre maoïstes de la fusion du civil et du militaire, c'est-à-dire qu'un citoyen est en même temps un soldat. Donc la mobilisation de la société doit être totale. Et ça se traduit par... Ils ont créé une nouvelle force au sein de l'armée chinoise qui s'appelle la force de support logistique et qui prévoit la fusion du civil et du militaire. Donc aujourd'hui, quand vous entendez dans les médias des gens qui s'interrogent gravement pour savoir si Huawei est ou non au service de l'APL ou du gouvernement chinois, en fait,
c'est une question parfaitement oiseuse. Il est bien évident que Huawei est tout entier engagé dans le projet chinois de restauration de la puissance traditionnelle de la Chine, à travers notamment ce projet de fusion du civil et du militaire.